Dans les pays arabes, en Perse, en Turquie, en Inde et dans certains pays de l'Asie centrale, il existe une forme d'art, le mucham. C'est un trésor mondial. Par rapport aux différentes sortes de mucham, celui qui existe dans la province du Xinjiang est le plus complet au niveau de sa structure. Le mucham est une harmonie parfaite de musique, de danse et de poésie. En arabe, mucham signifie chanson et musique. La musique traditionnelle, surnommée la poésie ancienne en musique, traduit parfaitement la combinaison harmonieuse de différents rythmes musicaux. Cette musique traditionnelle est le mélange de la connaissance rationnelle et de la passion. Elle est à la fois antique et jeune. Elle est tour à tour joyeuse et triste. C'est une œuvre monumentale. Elle vit dans le cœur et la mémoire des gens comme un souffle spirituel. Elle est l'ode de l'élégance, de la poésie, de la chanson, de la musique et de la danse. L'art du mucham possède une longue histoire et une riche culture. Il se développe avec la culture et l'histoire des Ouïghours. Les tribus ouïghours sont nombreuses, elles vivent sur un vaste territoire. Leur culture et leur musique puisent leur inspiration dans de multiples sources. Mais l'art du mucham se différencie des autres musiques ethniques par son style particulier. Au niveau du temps et de la géographie, l'histoire de l'art du mucham consiste en 2 points. Le premier, ce sont les chansons en série développées sur la base de l'héritage de la musique traditionnelle. Le second point, c'est que la musique locale est composée à Koucha, Kashgar, Turfan, Hami et Retien. C'est un palais de musique.
Plus de 20 magnifiques instruments jouent de nombreuses musiques différentes. Des dizaines de poètes y ont mis tout leur cœur pour écrire des paroles. Les longues poésies, les musiques folkloriques sont arrivées en même temps pour enrichir les paroles passionnantes, simples, claires et vives. Les anciens dansent comme des jeunes sur la musique. Cette image rend la terre gigantesque comme un jardin rempli de fleurs blooming. La musique n'est pas le luxe de la population civile, ni la tour d'ivoire des artistes professionnels. La vraie musique est créée par le peuple, et celui-ci en profite largement. Elle représente la vie quotidienne sur la terre verte. Les bergerons, le sel, le blé, les fruits et le vent sont des facteurs importants du développement de la vie. Le 12 est un nombre porte-bonheur. Les anciens Ouïghours admirent les zodiacos. Ils rajoutent le chiffre 12 devant Mucham, qui signifie les 12 étoiles les plus brillantes dans le ciel profond. Parmi les nombreuses musiques des Ouïghours, les 12 Mucham sont les plus charmants. Si l'on parle des 12 Mucham, nous ne pouvons omettre de mentionner la période Yerchang Khanat de Siyu durant le XVIe siècle. Yerchang Khanat a été créé en 1514. Cette région comprenait la plus grande partie de la région autonome du Xinjiang d'aujourd'hui. Les régions environnantes ont toutes fixé leur capitale à Yerchang, le département Shache d'aujourd'hui. Yerchang Khanat, créé au XVe et XVIe siècle, représente une période très importante dans l'histoire de l'ethnie ouïghour. C'est durant cette période de l'histoire que l'ethnie ouïghour a formé deux régions culturelles et politiques. Ce sont les centres culturels et politiques de l'islam à Kashgar et à Burning. Et voici le centre politique du bouddhisme Turfan. Les deux régions ont fusionné par la suite et l'islamisation des différentes ethnies a été réalisée.
Le fondateur de Yerchang Khanat, Yide Khan, a beaucoup œuvré pour le développement de la culture et de la littérature ouïghour. Après que Unche Khan succéda au trône, il s'attacha davantage au développement de la culture et de l'art. Unche Khan était quelqu'un de civilisé, érudit de philosophie, de poésie et de musique. Il a rencontré par hasard Emanisha Khan, une femme de la campagne qui possédait un vrai don artistique. Conquis par son talent poétique et musical, l'empereur Khan décida de la prendre comme concubine au palais. Les 12 Mucham ont été réalisés par le musicien Khotir Khan du palais sous les conseils de la concubine et sous la bénédiction de l'empereur. Agri Tuanluk signifie terre d'or. « 48 personnes, dont tous les empereurs de Yerchang Khan et les membres de la famille, ont été enterrés ici. Il y a le premier empereur de Yerchang Khan, Yide Khan, et le deuxième empereur, Unche Khan, et sa concubine Emanisha Khan. Quand on pénètre dans ce cimetière royal, on trouve la tombe de Emanisha Khan juste en face de l'entrée. La tombe, entourée de fleurs fraîches et de sapins, est très élégante. Les poèmes écrits sur les 4 supports muraux de la tombe de Emanisha Khan, ainsi que les dessins de raisins et d'instruments, ont été gravés pour la postérité. Nous ne pouvons nous empêcher de penser à cette très belle femme bien en chair et talentueuse. Le travail consistant à recueillir et à rassembler les 12 Mucham a formé la mission de Emanisha Khan. Le fait de rassembler tous les fils en or dispersés et de construire pour la première fois une brique en or peut être interprété comme un choix de Dieu.
Le Mucham est le vent avant l'aube, le prélude de Haloun. L'alouette se sent honteuse devant lui. Aucun son du monde ne possède une plus grande richesse que celui du Mucham. À l'époque de Yeertian Khan, les poésies et les chansons étaient présents à tous les repas chez les Ouïghours, dans les villages, comme dans le palais. On a l'impression d'être dans un jardin de fruits. Et les Mucham sont comme 12 grappes de raisin, comme 12 grenadiers souriants qui chantent. Ceci représente le classique élégant et la brillance au fil du temps. Depuis la naissance des 12 Mucham, les Ouïghours ont pris pleinement conscience de la portée de leur chant. Ils ont l'esprit souple mais volontaire. Une ethnie qui sait chanter ne disparaîtra jamais. Parce que même si les gens partent, les chants, eux, restent. On a découvert séparément le même livre en 1439 à Herat, en Afghanistan, en 1899 au Caire, en Égypte, et en 1914 à Namangan, en Ouzbékistan. Ce livre s'appelle « L'intelligence et le bonheur ». Il a été écrit par un Ouïghour qui s'appelait Youssoufu Has Kazakhstan Tifu. Hati Youssoufu est né en 1018. Il a étudié dans un institut islamique royal à Kashgar, la capitale. Il est devenu un grand poète, un savant et un penseur reconnu. L'intelligence et le bonheur est un livre antique. Il illustre de façon concentrée l'esprit culturel de l'ethnie. Ce n'est pas seulement une œuvre littéraire, c'est aussi une œuvre qui traite de l'histoire, de la philosophie et de la situation sociale durant la dynastie khalatienne. L'intelligence et le bonheur n'est pas seulement littéraire. Cette œuvre traite aussi des mathématiques et de l'astronomie. Voici la tombe de Youssoufu Has Kazakhstan Tifu, située au numéro 54 de l'avenue Tiyu. La tombe possède une voûte bleue, une dizaine de pavillons bancreux et des couloirs tortueux. Les enseignements de différents niveaux sont clairs et elle est connue par son seul tenant. Elle est le modèle des tombes islamiques.
Je n'ai plus d'autre souhait dans ma vie. J'ai renoncé à mes désirs. Je suis dégoûté des plaisirs de la vie. Je n'ai plus rien à dire et tous mes espoirs sont réduits en cendres. Ceci est un poème en vers écrit par Yusuf Has Kazakhstan Tifu dans L'intelligence et le bonheur qui aurait été terminé en 1070. À ce moment-là, il pensait qu'il possédait une longue poésie qui n'existait pas auparavant, qui disait ce qu'il avait à dire et qui racontait tout ce qu'il y avait à raconter à propos du monde. Il était satisfait par ces deux destinations. L'intelligence et le bonheur et Kashgar. En 1958, la couronne d'or de l'empereur Wanli entre 1573 et 1620 a été exhumée du mausolée Tingling aux 13 tombeaux des Ming en banlieue de Beijing. D'un poids de 826 grammes, elle a été tissée avec 518 torons d'or de 0,2 cm de diamètre. Les mailles sont régulières, brillantes, exemptes de nœuds. Elle a été incrustée de 2 dragons jouant à la boule dans leur posture vivifiante. Le corps des dragons a été réalisé avec des filigranes d'or torsadé. Le savoir-faire utilisé pour la confection de cette couronne s'appelle toron fleuri et incrustation. Il a fait son apparition à l'époque du printemps et de l'automne, il y a plus de 2000 ans. Tous les matériaux utilisés pour la couronne sont de grande valeur, comme l'or, l'argent, les perles et les bijoux. L'objet était donc exclusivement réservé aux empereurs des différentes dynasties. Les filigranes d'or ou d'argent utilisés en toron fleuri et incrustation varient en fonction du niveau réservé à l'objet. Étirer les bâtonnets d'or ou d'argent en filigrane est un travail préparatoire de base. L'étirage manuel est une tradition plusieurs fois centenaire. Il est aussi appelé effilage. La planche d'étirage est un outil spécifique à cet effet. Elle comporte 40 à 50 trous alignés selon leur diamètre, dont le plus petit ne permet qu'à un filigrane aussi fin que le cheveu d'y passer. Au cours de cette étape, les filigranes doivent passer respectivement les trous du plus gros au plus petit dans l'ordre établi, sans en sauter un seul. Parfois, il faut répéter cette opération une dizaine de fois pour obtenir un filigrane de la grosseur voulue. L'étirage demande beaucoup d'efforts physiques. Ce travail est assuré pratiquement intégralement par des étireurs de sexe masculin. Les filigranes sortant de la planche d'étirage ne sont que des filigranes bruts. Brillant à la surface, ces filigranes bruts doivent subir alors un certain traitement, le tortillage. Par ce traitement, on coupe le 3 brins en un fil torsadé, présentant une certaine forme, d'où le nom de toron fleuri.
Les torons fleuris les plus courants sont faits avec 2 ou 3 filigranes brutes torsadées. C'est la forme élémentaire, la plus simple. D'autres torons sont plus compliqués, comme le toron voûté, le toron à nœud de bambou, le toron spirale, le toron à épi de blé, le toron à l'œil de phénix, le toron torsadé simple, le toron tressé en natte et bien d'autres encore. Il existe au total une vingtaine de formes. Ces torons sous différentes formes sont destinés à différentes utilisations. En raison de la rareté et du coût élevé des matières utilisées, les objets confectionnés avec torons fleuris et incrustations ont été dans l'histoire exclusivement réservés aux familles impériales. Des parures faites avec torons d'or, des objets décoratifs et des objets d'usage courant réalisés avec ce savoir-faire ont aussi été monnaie courante dans la cour impériale. Cette technique n'a quitté la cour que depuis une époque récente. Elle est restée, mais les matières utilisées ont évolué. Rares sont les torons d'or fleuris utilisés dans les œuvres. Ils sont plutôt remplacés par les torons d'argent dans la plupart des cas. Tous ces objets de formes multiples sont issus d'un filigrane d'or ou d'argent. Personne n'a réussi à connaître le nombre de filigranes utilisés dans une telle œuvre. Il se peut qu'il soit impossible de les dénombrer. En fait, les outils utilisés sont des outils courants, comme le marteau ou la pince, le ciseau ou la pincette. Ces simples outils, associés à l'imagination du designer et aux mains ingénieuses de l'artisan, permettent de donner naissance à des chefs-d'œuvre artisanaux.